Bonjour, c'est Kevin de Barista Academy. Bienvenue dans cette vidéo, partie numéro 2 en compagnie de Thomas. Et dans cette vidéo, on va parler d'un métier beaucoup plus particulièrement qui est de celui de torréfacteur. Donc juste avant, toujours comme d'habitude, si tu veux faire partie de mes contacts, recevoir des conseils sur comment devenir barista, sur comment ouvrir un coffee shop ou si tu es un simple amateur de café, tu peux directement donc me suivre par mail. Tu peux également me suivre sur Instagram et également t'abonner à la chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo. Voilà, tu as tous les liens dans la description de la vidéo et dans cette vidéo, on va parler de comment devenir torréfacteur et pour ça, j'ai trouvé la personne justement qui est torréfacteur pour pouvoir répondre à ces questions. Donc, première question, Thomas, parce que j'ai mes notes, ça bien. Simplement, comment devient-on torréfacteur? Avec le temps. Il y a pas mal de... d'abord, encore aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur le métier de torréfacteur, beaucoup plus qu'il y en avait il y a une dizaine d'années. Donc on peut quand même déjà comprendre beaucoup mieux comment ça se passe, comment réagit le café, comment ça se passe à l'intérieur du grain chimiquement, quand on le cuit, etc. Et il y a beaucoup plus d'études qui sont faites parce que de plus en plus le café est très qualitatif, donc il y a de plus en plus même de torréfacteurs, de marques de torréfacteurs qui ont des techniques, des technologies très avancées. Donc c'est quand même beaucoup plus simple aujourd'hui que ça pouvait l'être il y a 10 ans, d'autant plus qu'on a le meilleur café, donc c'est encore plus intéressant. On le devient, je pense, comme beaucoup de métiers d'artisanat, c'est-à-dire en étant un peu apprenti, c'est-à-dire en travaillant pour quelqu'un qui sait déjà le faire, apprendre par ça. Parce que le problème de la torréfaction, c'est que même si vous commencez maintenant, tout seul, il vous faudra une année peut-être, enfin ça dépend du volume que vous allez faire, parce que si vous torréfiez une fois par semaine un batch, ça va être très difficile d'évoluer. Mais c'est là que c'est le plus intéressant, c'est de travailler pour quelqu'un qui fait un peu de volume, suivre ses conseils, avancer avec et grandir avec en fait. Et après faire son propre, je dirais, son propre point de vue. Mais tu n'as pas une formation, par exemple, je sais pas, une formation barista que tu pourrais avoir dans une école privée ou dans une formation privée. C'est beaucoup plus sur le tas. En gros, toc toc, tu peux. Il existe des formations de torréfacteurs. Je sais que j'ai d'autres collègues torréfacteurs qui lancent ce genre de formation, ou des importateurs de café qui font ce genre de formation également. Mais pour moi, c'est pas le genre de métier où il te faut une semaine, quoi. C'est-à-dire que ça peut donner des idées, ça peut donner des conseils, on peut avancer, etc. Mais tant que vous n'avez pas torréfié 25 tonnes de café, c'est très difficile de se donner une propriété. Comme barista, tu as beau avoir fait une formation de 3-4 jours, ça va te donner les bases, certes, mais après, c'est le temps passé derrière la machine à faire des commandes, à faire des espressos où tu vas commencer à être bon et avoir une certaine sensibilité. Sensibilité au café. C'est pareil, je dirais pas que c'est encore plus compliqué parce que, à la différence du barista, le barista, tu as un retour direct sur ton client. Tu lui fais l'expresso, tu lui sers, c'est bon, c'est pas bon, ça passe bien, ça passe pas bien, etc. Tu as un retour direct. Le problème du torréfacteur, c'est que si toi, tu te donnes pas le travail de goûter tes café tous les jours, tout le temps, etc. Quand on voit tes cafés, ton client il va le goûter loin de chez toi. Il va le goûter peut-être une semaine après que tu l'aies torréfié. Donc c'est très difficile souvent d'avoir des retours rapides ou efficaces, etc. sur comment ta torréfaction est ou quoi. Du coup, faut vraiment, c'est énormément de travail de contrôler derrière, d'être sûr que tous les cafés qu'on a torréfiés, ils sont comme ça. Et si c'est pas le cas, réadapter la prochaine pour être sûr qu'on fait ce qu'on a besoin et ce qu'on a envie de faire. Donc c'est vraiment un métier, je pense, où si tu le fais seul, c'est très difficile d'évoluer rapidement. Alors ça se fait, hein, il n'y a aucun métier qui est impossible, mais je pense que c'est vraiment beaucoup plus efficace et beaucoup plus rapide de travailler, d'essayer d'apprendre parmi des gens qui ont déjà beaucoup plus d'expérience que nous. Parce que tu vas déjà avoir tout un travail où il va falloir que tu saches quels produits importer, quelles personnes contacter pour importer tes produits. Et puis une fois que tu les as, on en a parlé justement dans la première vidéo. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo YouTube où tu disais qu'il faut également avoir un fonds de roulement qui est assez conséquent parce qu'entre le moment où tu vas acheter donc, tes grains de café, le moment où tu les torréfies, que tu les vends à des coffee shops et le moment où toi tu te fais payer,
Et Ah, ben, il peut se entre les passer deux, plusieurs mois, ouais. voilà, Il peut se donc il passer faut que plusieurs tu mois. puisses avoir les épaules solides, que tu aies un fonds de roulement qui soit assez conséquent Ouais. pour que tu puisses racheter tout en n'ayant pas encore été payé des personnes que tu as fournies. Exactement. Alors ça, c'est vraiment la partie purement financière, c'est-à-dire que contrairement à la restauration classique où on vous sert un café et vous payez 10 minutes après, donc vous avez l'argent dans votre caisse alors que vous avez créé le produit. Là, c'est en tant que fournisseur, des fois, on achète des cafés, nous, qu'on va recevoir. Alors, quand nous, on travaille avec des importateurs, c'est eux qui gèrent une partie de notre stock. Donc, on a contracté ces cafés, sauf qu'on les a toujours pas payés le temps qu'ils ne sont pas encore là. Donc, on les paye le moment où on les veut ici, sauf que quand je reçois une palette, elle va peut-être rester là pendant 2 mois, selon le volume que je vais passer. Ce qui fait que des fois, il faut que je paye 2 mois ici, et ensuite, je l'ai vendu mon café, et je vais être payé 45 jours, peut-être 2 mois plus tard. Souvent, c'est plutôt 30 jours, parce que nous, on est une petite société, donc on ne peut pas se permettre de faire des délais de 60 jours comme d'autres boîtes. Mais c'est quand même 3 mois. Et ces 3 mois, c'est long. C'est long quand on est une petite société. Et alors que il faut payer des employés, il faut payer des loyers. Voilà. Donc c'est hyper important. Et ça, c'est quelque chose que nous, on n'avait pas véritablement réalisé quand on a lancé la boulerie. On s'en doutait, mais on a tellement grandi vite, en fait, qu'on s'est fait avoir d'un propre jeu, c'est-à-dire qu'on fallait qu'on rachète du stock, mais on n'avait plus assez de sous parce qu'on avait besoin de trop de stock. Donc c'est un peu comme ça que notre troisième associé s'est joint à nous. C'est que 2 mois après l'ouverture, on a eu un problème de trésorerie, et donc on est allé le voir. C'était un de mes clients à Tembel, et à qui on a dit voilà, on a besoin de trésorerie. Il nous a dit je veux bien, mais je veux faire partie de l'aventure. Donc il l'a mis avec nous. Et quelques années plus tard, il a dit je veux être plus que seulement investisseur, je veux être associé. Et donc aujourd'hui, c'est mon troisième associé, Jeff. Donc c'est venu comme ça. Donc il n'y a pas que du mal à ne pas avoir de mauvaises. Ça crée des aventures humaines aussi. Exactement. Mais je conseille quand même de partir avec quand même un fonds de roulement qui soit assez conséquent et bien travailler là-dessus. Parce que c'est quand même quelque chose qui peut. Peu importe que vous faites du bon café, que vous soyez bien placé, etc., ça peut vous couler. Et ça, faut faire. La torréfaction, ça demande pas mal d'investissement, que ce soit matériel aussi, parce que un torréfacteur, un 40 kg, c'est presque autour de 40 000 euros, 45 000 euros. Pour les questions logistiques, donc j'en ai 3 à te poser. Comment est-ce que tu te mets en contact avec les producteurs, importateurs pour pouvoir te dire écoute, j'ai envie d'acheter du café, comment je fais? Éventuellement, donc tu l'as soumis cette question. Où est-ce que j'achète mon matériel? Et dernière question, mais on en avait parlé donc juste avant dans la première vidéo, et c'était hyper important, c'est d'avoir un réseau de personnes qui vont t'acheter ton café. Parce que si tu as ton café torréfié et que tu n'as personne pour l'acheter, tu es un peu bête. Parce que ce n'est pas un produit qui se conserve bien. Quand il est torréfié, il faut le vendre vite. En fait, alors, pour répondre dans l'ordre, première question sur où fournir le café. Et les importateurs, c'est primordial, et aujourd'hui c'est assez facile d'accès en fait. C'est-à-dire que nous on travaille à 80% avec un importateur qui s'appelle Collaboratif Coffee Source, avec qui on est très très lié parce que c'est notre importateur, je dirais depuis le jour 1. C'est avec eux qu'on travaille avec la plupart de nos cafés. Mais après il y a d'autres importateurs assez faciles d'accès qu'on conseille toujours, comme Café Import ou Birmax. Il y a plein de torréfacteurs, il y a plein d'importateurs de café, il y a aussi plus connus qui sont les Nordic Approach, des importateurs qui, sans problème, vous enverront des échantillons, vous pourrez goûter, vous pourrez voir si c'est intéressant, si ça vous intéresse, voir le prix, etc. Donc ça, c'est assez facile d'avoir un choix de café. Ensuite, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que il faut savoir les goûter, les cafés. Et souvent, il y a beaucoup de torréfacteurs qui se lancent sans être des testeurs, en fait, sans être des vrais cuppers. Et il est hyper important d'avoir beaucoup goûté des cafés, parce que entre ce que toi tu aimes, ce que toi tu as envie d'acheter, est-ce que ton client finalement va t'acheter, est-ce qu'il a envie lui, est-ce qu'il est vendable, ou est-ce que dans la tête des gens, le prix est en rapport avec la qualité du produit, etc. C'est des choses qui sont hyper importantes et que souvent au début on a du mal à qualifier. Donc, quand tu fais un cupping, généralement tu as les personnes pour qui
tu vas le vendre, tes clients qui sont aussi là pour voir, ben, j'aimerais bien éventuellement, tiens, ce café, Ça peut. tu aurais fait de telle manière, me plaît bien et ben, je te le prends. Ça Comme peut, ça. mais pas toujours. Nous, c'était plutôt dans une optique où, avant d'acheter nos cafés, quand on goûte les cafés verts, on saura dire assez rapidement si ce café, imaginons, on sent qu'il y a un petit peu de défaut, on se doute que dans le sac, il y aura sûrement beaucoup plus de défauts que dans l'échantillon qu'on a pu goûter là. Donc un échantillon, c'est un échantillon de 90 grammes ou 100 grammes, il a intérêt d'être parfait parce que s'il a un défaut dans 90 grammes, tu as sûrement plein de défauts dans 60 kilos. T'envoies l'échantillon le meilleur du sac. Alors non, pas obligatoirement, mais voilà, faut faire attention là-dessus, quoi. C'est des petits indicateurs qui te font mettre la puce à l'oreille en te disant on va quand même faire gaffe. Ouais, et il y a un travail aussi sur la fraîcheur, c'est-à-dire que faites attention aux achats de vos cafés verts. Il y a le moment de l'année où s'il y a des cafés au menu, c'est un peu bizarre parce que c'est censé être la fin des récoltes, donc c'est que peut-être c'est des cafés qui n'ont pas été vendus. Il y a plein de choses comme ça, quoi. Et ça, c'est hyper important d'être vraiment et de savoir en fait, parce que ça, tu l'apprends vraiment sur le tas, comme tu disais, en fréquentant un torréfacteur, en étant apprenti, où tu vas connaître le métier de cette manière-là. Ouais, complètement. Parce que même si il y a plein d'articles, il y a plein de magazines, il y a plein de journaux, il y a plein de bouquins là-dessus, il y a un mieux que c'est le terrain qui compte. Ouais, complètement. Ouais. Après, il y a aussi, si tu veux, il y a des choses qu'on disait il y a quelques années qui sont plus vraies aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des cafés qui, il y a des années où on avait peur d'acheter des cafés dans tel pays parce qu'on savait qu'il y avait des maladies ou des choses comme ça sur certains produits et qu'on pouvait avoir des problèmes, ce qui n'est plus du cas aujourd'hui. Ce qui fait qu'il ne faut pas non plus être dans une optique de, tu vois, zéro risque, parce qu'il y a des cafés, il y a des productions qui sont changeantes, il y a des cafés qui des années sont excellents, d'autres années un peu moins, donc ça n'est pas une loi fixe non plus, donc il faut quand même toujours être un peu flexible. Tu as une prise de risque, mais quand même maîtrisée avec tous les paramètres que tu connais. Complètement, ouais. Complètement, et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est de travailler là-dessus, quoi. Donc ça c'est hyper important, et ça les importateurs de café peuvent aider là-dessus. Ça, voilà, il faut avoir une relation ça se crée aussi, c'est pas quelque chose qu'on crée en un an de relationnel, c'est sur plusieurs années. Donc ça c'est hyper important, et ça c'est assez facile maintenant de se fournir des échantillons via des importateurs de qualité. Donc ça c'était pour l'entrée du café. Maintenant pour la sortie, après on reviendra éventuellement au matériel. Pour la sortie, ce qui est hyper important, donc comme je disais, c'est que nous on a eu la chance d'avoir dès le début une première base de clientèle pro qui nous faisait notre volume. On avait notre propre boutique aussi qui était ouverte le samedi à Belleville, et on a eu dès le début un certain roulement. Ce qui fait que très rapidement, notre café en qualité, il a très vite augmenté parce qu'on torréfiait déjà pas mal. Donc on pouvait faire des contrôles, on pouvait vérifier qu'on s'améliorait sur les cafés, les torréfactions. Et également, quand vous faites un certain volume, vous avez de la fraîcheur parce que vous tournez sur les récoltes. Du coup, vous avez toujours des cafés frais. Ça, c'est hyper important de ne pas croire que… C'est un cercle vertueux en fait. Exactement, ouais. Plus vous tournez bien, alors c'est sûr, on peut commander des petits volumes et les faire tourner, etc. Mais il faut réfléchir à ça et jamais être dans une optique où c'est pas grave, j'en commande là, puis de toute façon, ça va se vendre le café, quoi. Sauf que oui, mais il sera moins bon dans un an qu'il l'est maintenant. Alors moins bon, il changera parce qu'il y a des cafés qui, là j'ai goûté récemment des Kenya qui étaient meilleurs 3 mois après la récolte que 1 mois après la récolte. Tu vois, faut pas… c'est des choses qui peuvent changer. Mais globalement, un café après 1 an après la récolte, c'est jamais aussi bon qu'un café qui vient d'arriver de la récolte, quoi. Donc ça, c'est des choses hyper importantes. Donc c'est bien d'avoir de la rotation. Ensuite, c'est aussi intéressant je dirais d'avoir un peu de clients pour avoir des feedbacks rapidement. Parce que on peut être vite à côté de la plaque dans ce qu'on fait parce qu'on torréfie pour soi et parce qu'on kiffe ce qu'on est en train de faire, mais finalement ça se vend peut-être pas. Donc c'est important de toujours être là-dedans et à l'inverse des fois d'être suffisamment sûr de soi pour pas complètement s'adapter à des clients qui voudraient juste des cafés de spécialité, mais à des prix qui sont des prix de commodité. Enfin, voilà. Donc c'est un juste milieu, je dirais. Et ce qui est intéressant aussi dans le client pro, de manière générale, c'est qu'il ne faut pas se limiter au coffee shop. Parce que sinon, vous n'en aurez pas assez. En France, il n'y a pas assez de coffee shop et il n'y en aura jamais assez pour pouvoir faire vivre des torréfacteurs. Donc, il ne faut pas avoir peur à aller voir des bistrots, voir des cafés, voir des restaurants. Et si ce n'est pas
transformer ces endroits et ces cafés à des cafés de super qualité. C'est peut-être juste améliorer un peu la qualité de ces endroits. Passer d'un niveau complètement normal à un niveau, on va dire, un peu supérieur. Complètement. Vous allez tu vas en Suède, tu vas à l'aéroport en Suède, tu prends n'importe quel café dans n'importe quel boui-boui, ton café il est quand même plus quali que partout tu peux avoir en France. Donc il y a la possibilité d'améliorer le café d'une manière générale. Donc il ne faut pas se dire seulement ma clientèle c'est des coffee shops. Sinon vous allez droit dans le mur. Mais c'est bon à savoir parce que c'est vrai que dans l'imaginaire, et moi le premier, tu vois torréfacteur, coffee shop et tu ne vois pas éventuellement de te dire. Non, tu vois, j'ai pas les chiffres en tête, mais je pense que nous on doit être à 20% sur le volume, c'est des coffee shops. Le reste ce sont des restaurants, des coworking, des bistrots, maintenant on a deux nouveaux, enfin c'est très nouveau, mais on a des restaurants qui sont plutôt presque des brasseries, qui partent de cafés avec lesquels ils avaient des contrats, des choses comme ça, et qui disent stop, cette fois on achète notre machine et on achète un peu plus quali, et qui sont au début de tout ça. Et donc il y a un changement, donc il faut en profiter, et il ne faut pas s'arrêter à seulement les coffee shops, parce que, je veux dire, tu vois, à Paris par exemple, il y en a peut-être 150, 200 des coffee shops, donc très vite, il y a beaucoup c'est pas suffisant pour eux aussi, donc en plus, après, voilà. Et puis, il y a aussi que le café, aujourd'hui, c'est devenu un peu international. C'est-à-dire que c'est très facile d'acheter du café en Angleterre, en Allemagne, etc. Alors après, c'est un choix. Concurrence également. J'ai presque plus de concurrence à l'étranger qu'en France. Ouais. Après, c'est comme tout. C'est-à-dire que soit tu l'achètes pour le prix, bon, ça peut être une raison. Mais c'est vrai que souvent, on a un peu tendance à dire que c'est un peu bête d'acheter du café qui vient. Enfin, déjà, le café, il vient de l'autre bout du monde. Si c'est pour qu'ensuite, il faut l'envoyer, tu vois, loin pour qu'il soit consommé, c'est un peu bête. Après, c'est toujours intéressant d'avoir des clients les plus locaux possibles. Je dirais que nous, 90% de notre clientèle, elle est à Paris. Parce que sur Paris également. Oui, et aussi parce que les cafés de qualité, comme ça, tu dois transmettre à tes clients ce que tu es en train de. Tes achats, tes trucs et tout. Et c'est vrai que c'est toujours plus difficile. Tu vois, moi j'ai des clients, je pense à un client à Annecy qui s'appelle Brume, et ben je peux pas être là pour. Alors on est au téléphone, on s'envoie des emails et tout ça, mais c'est frustrant parce que tu aimerais filer plus d'informations, de relationnel. Alors là, avec le nouvel espace, on a une magnifique pièce imprimerie, donc on va pouvoir commencer à imprimer des sortes de mini cartes postales des cafés, des petites choses comme ça. Mais tu vois, à Paris, tous les lundis, une fois par semaine, on fait un cupping ouvert aux pros avec tous nos clients pros. C'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est pas possible pour les gens qui habitent très très loin. Et ouais. Donc c'est toujours, tu vois, pour moi c'est vrai que c'est toujours intéressant. C'est vraiment le réseau qui est vraiment important, autant en amont qu'en aval. Donc c'est une des compétences d'un torréfacteur, c'est quand même d'être, comment on pourrait appeler ça, sociable, si on peut dire, dans le sens où il faut, bon, tu as ton café, c'est bien, mais il faut également que tu sois capable de fédérer autour de bien sûr, ta machine. Parce que je dirais c'est un travail de commerce. Bien sûr, c'est un travail de commerçant. Donc, et donc, il faut voir les gens, il faut discuter avec eux, il faut savoir s'adapter, leur faire des offres qui soient adaptées à chacun. C'est-à-dire que chaque client a des besoins différents les uns des autres. Il faut juste les découvrir. Parce que des fois, même eux ne le savent même pas. C'est-à-dire que des fois, tu peux proposer une offre que tu penses être bonne pour eux, et qu'en fait, eux, ils ne le voient pas comme ça, quoi. Donc c'est important d'apprendre ça et d'être capable, par exemple dans la société, ça c'est plutôt mon rôle à moi, c'est-à-dire que mon associé David, lui, est plutôt le chef des achats des cafés verts et des matières, et moi je suis plutôt sur la partie vente des produits, et donc mon rôle c'est principalement de découvrir ça en fait chez les clients. C'est-à-dire que de les rencontrer pour faire goûter les cafés, pour voir ce dont ils ont besoin, quel genre de machine. Voilà le café qui leur est le plus approprié, des machines, etc. Et puis la formule, parce qu'il y a des clients qui vont te dire moi je veux que le café. J'ai tout ce qu'il faut, j'ai la machine, j'ai le moulin, j'ai déjà choisi parce que c'est mon métier avant, je connais, etc. Ok, pas de problème, tu as ça, etc. Tu as des clients qui vont te dire alors moi j'ai aucune formation, j'y connais rien et j'ai besoin d'être accompagné à fond. Bon, dans ce cas-là, on fait une offre différente et on s'adapte sur la machine. C'est vraiment personnalisé en fonction des besoins. C'est hyper important. De ton client. Ouais, c'est hyper important parce qu'en fait, c'est la seule manière que la relation soit bonne et fructueuse dans le long terme. Et c'est pareil qu'avec nos importateurs ou nos fournisseurs de café, c'est-à-dire que c'est adapté. C'est sûr, tu as plus une vision à moyen long terme où tu vas vraiment créer une relation qui va durer sur les mois, sur les années, où tu vas vraiment accompagner la personne avec le café.
Il y a des clients qui ne veulent pas de ça. Oui, les clients, ils veulent juste ah, j'aime bien ce café-là, bam, je le prends, c'est tout. Et puis c'est tout. Tu as des clients par contre qui aiment être accompagnés et avoir, parce que pour eux, c'est sécurité aussi. C'est-à-dire que quand, par exemple, je fais un contrat avec un client sur plusieurs années, tu vois, ça m'importe, tu vois, parce qu'on est liés. Donc, c'est important pour moi que le café qui sorte chez lui, ça soit nickel. Donc, il y a des formations qui sont comprises dans le contrat, des choses comme ça. Il y a plein de choses qui peuvent être envisageables dans une optique où, pour nous, le café qui est sorti chez le client, il soit le plus qualitatif possible. Ça, c'est primordial. Et après, ça dépend vraiment du client, quoi. Ok. Donc, pour revenir un petit peu à tout ce qui est machine, donc imaginons que voilà, j'ai le réseau, je sais déjà un peu quel café je veux, j'ai déjà des personnes à qui le revendre. Voilà, maintenant, bon, j'ai le local, il me faut le matos. Donc, en termes de matos, est-ce que tu peux aller nous dire de manière assez succincte le matos de base à avoir et en gros à combien ça chiffre à peu près? Alors, là pour le coup, ça va dépendre un peu du volume que vous espérez faire. J'ai des collègues torréfacteurs dont j'ai visité là récemment qui ont plutôt des 5 kilos, des torréfacteurs de 5 kilos parce qu'ils veulent torréfier pour eux, pour certains clients et qui sont d'une optique plutôt de faire des petits volumes quali et tout ça, mais pas dans une optique de croissance énorme. Nous, on était parti tout de suite sur un 15 kilos parce qu'on voulait arriver à un volume où on pouvait se permettre d'acheter certains cafés en exclusivité ou des choses comme ça. Donc, on était dans une optique où il fallait qu'on soit sur une taille assez moyenne assez rapidement. Je vais vous donner plutôt le prix autour de la façon dont nous on a travaillé, parce que c'est celle que je connais le mieux, donc sinon je vais dire des bêtises. Mais globalement, nous on travaille sur un Giesen, un torréfacteur de 15 kg. Et installation comprise, filtre et tout ça, je crois qu'on en a eu pour 47 000 euros. Okay. Et donc, ça c'est de base obligatoire. C'est-à-dire que sans torréfacteur, il n'y a pas de café. C'est déjà un peu plus compliqué. Exactement. Ensuite, il vous faut tout ce qu'il faut pour des bacs, des pesées, des balances pour les sacs de café qui arrivent, des balances pour les cafés qui ont été torréfiés. Il faut imaginer qu'il y a un petit peu d'argent là-dessus. C'est pas énorme par rapport au torréfacteur, bien sûr. Pour les restaurateurs, pour les lieux, il faut aussi penser que le torréfacteur a besoin d'une extraction. Oui. Et une extraction qui soit dans les normes, pas une petite cheminée dans un coin, etc. Alors c'est moins grave quand vous avez un 5 kg parce qu'il y a moins de production de fumée, mais quand vous avez un 15 kg, vous êtes obligé d'avoir une extraction aux normes. Et il faut aussi imaginer qu'il faut un nettoyage au moins, si vous faites peu de volume au début, peut-être 1 ou 2 fois par an. Nous, par exemple, là, on est à 4 fois 5 fois par an, peut-être. Ça, c'est vraiment des choses auxquelles, tu vois, même moi, je ne pensais pas que tu étais obligé d'avoir une extraction et en plus de la faire, entretenir 4 fois par an. C'est quand même des choses où on ne pense pas forcément, mais c'est soit tu n'y penses pas et quand ça tombe, ça tombe. Il y a ça et il y a aussi, quand ça tombe, c'est plus grave que ça s'enflamme. C'est-à-dire que le risque premier d'un torréfacteur, c'est l'incendie. Et le fait de ne pas nettoyer son torréfacteur, de ne pas nettoyer ses cheminées, c'est le premier risque des incendies. Donc ça, c'est un contrôle qu'il faut avoir au-delà du côté financier. C'est genre dangereux, quoi. Donc ça, c'est important. Je dirais que l'ensacheuse, c'est pas mal, mais peut-être pas au début. C'est-à-dire que nous, on l'a pas eu les premiers mois, puis très vite, on l'a acheté parce qu'on était peu nombreux et donc il fallait vite avoir une machine qui pèse 250 grammes de café ou 1 kilo pour pouvoir les faire rapidement. Ça, on l'a pris assez vite et ça, c'était presque 5 000 euros. Okay. Donc ça va vite. Ensuite, ça, c'est plutôt la partie, je dirais, production. Le packaging. Alors, le packaging, ça va vous coûter cher. Ouais, c'est ce qu'on retrouve là sur tes... Ouais, alors nous en plus on aime se faire du mal, donc on aime faire des paquets qui sont jolis avec avec le sac, mais en même temps le carton, ou sur les assemblages des étiquettes préimprimées ou des étiquettes en pression. Donc du coup on est sur un coût qui est un peu plus élevé que le paquet classique tamponné. On peut commencer bien sûr avec des petits paquets, mais comme je disais tout à l'heure, la vente de ces cafés, c'est pas seulement le produit qui est dedans, mais c'est aussi ce qu'il y a autour. Donc, si vous avez un joli packaging, vous vendrez bien mieux. Et donc, c'est une. Voilà, on est vraiment dans le marketing. Ah oui, il faut pas le prendre à la légère en fait, parce que vous vendrez beaucoup mieux si vous avez un joli paquet et que c'est mignon. Et voilà. Il faut le prendre en compte aussi. Alors, c'est intéressant parce que c'est une des questions que j'avais au départ, mais que je ne t'ai pas forcément posée parce qu'on en avait parlé plus ou moins. C'est les compétences que tu vas pouvoir développer, que tu dois développer quand tu es torréfacteur. Donc,
le fait de savoir développer un réseau, le fait d'avoir tout ce qui va être logistique, trésorerie, torréfacteur bien sûr, et puis marketing, comment vendre mon café, comment faire en sorte d'avoir un bon marketing, comment le vendre. Tu es un couteau suisse plus ou moins du café. Ah bah oui, mais je pense que c'est comme ça dans tous les produits. Je pense que c'est pas que le café, mais c'est hyper important d'être capable de transmettre sa marque en fait, parce que c'est au-delà du marketing, parce que je n'aime pas le mot marketing vraiment, même si c'est un gros mot, mais pas le marketing du côté seulement juste vendre plus, mais dans l'optique de transmettre ce qu'on veut transmettre aux gens. C'est-à-dire que le paquet veut aussi dire plein de choses sur nous en fait, sur qui on est, qu'est-ce qu'on aime. On aime les détails, on aime la couleur, on aime etc. Et ça, c'est pour nous hyper important. Et je pense que c'est ton identité. Complètement. Et dans une marque, c'est primordial, quoi. Alors ça, c'est plutôt pour les petits paquets en retail. Après, nous, on est dans une optique, on est en train d'évoluer dans une optique de zéro gaspillage et zéro déchet. Et donc, du coup, on est en train de plus en plus de s'échapper du paquet de 1 kg pour les pros, parce que c'est pas possible d'avoir des paquets qu'on va déchirer, balancer quand ils sont vides. Je pense que dans toute ma carrière, j'ai dû balancer des milliers et des milliers de sacs de café, et c'est pas possible, c'est pas possible. Donc, nous, on est en train de travailler beaucoup plus sur des bidons qu'on amène chez nos clients, qu'on récupère vide, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça aussi, c'est un coût, il faut imaginer. Donc, il faut prendre ça en compte. Un packaging, c'est quand même beaucoup sur un paquet. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement, parce que je vais dire des bêtises, mais voilà, c'est quand même c'est conséquent. Ouais, ça prend en compte le design, je pense, l'étiquetage, tout ça. C'est des sacs avec des valves va-et-vient, donc pour que le gaz s'échappe et que l'air ne rentre pas. Enfin voilà, si vous voulez aller. Des fournisseurs spéciaux, non, qui te Oui, alors il y en a un qui est très connu que tout le monde utilise, c'est Dutch Pack, et que que la plupart des torréfacteurs utilisent. Après, il y a plein d'autres marques. Mais une machine comme ça, un torréfacteur, tu as des entreprises spécialisées. Oui, alors aujourd'hui, c'est plutôt les torréfacteurs qui sont distributeurs de Giesen, enfin de marques de torréfacteurs. Alors, Giesen, par exemple, en France, à Paris, c'est Lomi, un de mes collègues. Comment ça s'appelle, Probat, qui est une autre marque de torréfacteurs, c'est Pia, qui est à Bordeaux. Je ne sais pas s'il est réservé qu'en France, mais bon. Voilà, enfin après, tout plein d'autres marques. Il y a Loring, qui est une autre marque de torréfacteur. Tu as Dietrich, qui est une autre marque de torréfacteur. Enfin, c'est assez facile d'avoir un contact et d'avoir vite un devis ou des choses comme ça. Ça, c'est pas trop compliqué. Tu vas sur Google, achat torréfacteur, et tu trouves. De toute façon, il y a des distributeurs officiels, donc c'est pas trop compliqué à trouver. Le packaging et tout ça, c'est plus compliqué, je dirais, parce que là, il va falloir que tu peux vite te faire arnaquer. Il faut faire attention et ça va vite te coûter cher si c'est mal. Ou quand ça coûte pas cher, ça veut dire qu'il faut que tu achètes 6 mois de stock. Ouais. Donc il faut encore de la trésorerie. C'est pas cher, mais c'est relatif. Ouais, c'est pas cher, mais ça veut dire qu'il faut que tu sortes de la trésorerie, qui reste bloquée dans un coin, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est plein de petites choses comme ça qu'il faut prendre en compte et pas avoir peur de poser des questions et tout, parce que, comme je disais, on peut vite se faire avoir sur une trésorerie trop courte, quoi. Donc vraiment, si tu veux devenir torréfacteur, je pense que c'est penser à la trésorerie. Je pense que ça, c'est vraiment important, comme tu le disais, pour notamment entre le moment où tu vas recevoir le café et le moment où tu vas pouvoir le vendre et surtout être payé. Je pense qu'on a quand même fait pas mal de tours. Il y a peut-être une chose aussi qui est importante, mais que souvent on met de côté parce qu'on pense que c'est un peu différent, mais ça fait partie, c'est tout ce qu'il vous faut pour goûter les cafés derrière. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut penser que si vous vendez beaucoup à des clients qui vont le faire en expresso, il vous faut des machines à expresso. Si vous vendez beaucoup de café à des machines automatiques, il vous faut des machines automatiques parce qu'il faut que vous goûtiez votre café. Ça, et il vous faut de quoi goûter en cupping. Donc il vous faut des bouilloires à eau, il vous faut des tasses, des cuillères, tout ce qu'il faut. Et du temps, parce que faire ça, ça prend du temps. Donc, je pense que si tu deviens un torréfacteur, c'est avant tout parce que tu es passionné. Ah oui, de toute façon, vous ne ferez pas on fait pas ça pour juste gagner de l'argent, parce que si on veut en gagner, il faut prendre le temps d'en gagner dans le café. Donc non, faut faire ça parce qu'on a envie de faire ça, on aime ce métier-là. Alors, j'aime pas dire le mot passion parce que je trouve que c'est toujours utilisé tout n'importe comment, mais faut avoir envie de travailler là-dedans. Faut que ça soit, faut que ça vienne une. C'est comme un travail d'artisanat. Ah ouais, voilà. C'est de l'artisanat. C'est surtout quand on débute. C'est de l'artisanat et il faut pas. Je dirais que soit on reste petit et on s'en sort comme on veut parce que c'est simple, soit on devient un peu plus gros, mais là ça veut dire qu'il faut prendre en compte que y a des employés, il y a des plannings, il y a des choses enfin c'est
plus complexe, quoi. Là, tu es carrément manager d'une équipe. Complètement. Ouais. Et ça, c'est plus le même travail. C'est plus du même travail. Je veux bien te croire. Ouais. Donc, c'est important à prendre en compte quand même, quoi. Ouais. Ok. Ben, écoute, je te remercie pour avoir répondu à toutes avec ces plaisir. questions. Je pense que là, vous avez quand même une panel de réponses à un panel de questions que vous êtes sûrement posées. Si vous avez des questions, c'est comme toujours, vous avez l'espace de commentaires en dessous de la vidéo YouTube. Et puis, on va se retrouver pour une dernière vidéo. On a abordé un petit peu justement à la fin de la vidéo tout ce qui va être cupping. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. Donc, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt. Ciao. Bye bye. Salut.